Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage juridique. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet redoutable, un grand classique qui atterrit très régulièrement sur les bureaux des juges, le cambriolage par faux policiers. En droit, on appelle ça le vol par ruse. L'idée de cette analyse, c'est de décortiquer tout ça de manière très factuelle, calme et totalement impartiale. Que l'on regarde la situation du point de vue des victimes, qui sont souvent des personnes vulnérables, ou du point de vue des mis en cause qui ont besoin de connaître leurs garanties procédurales, l'enjeu est colossal. On va donc se plonger ensemble dans les textes, dans les décisions récentes de la Cour de cassation et voir les stratégies qui s'affrontent au tribunal. Au menu de notre analyse aujourd'hui, on va d'abord définir ce qu'est exactement le vol par ruse, on listera ensuite les circonstances aggravantes, puis on passera à la loupe les méthodes d'enquête et de preuve, on verra aussi les droits des victimes, comment s'organise la défense d'un mis en cause, et on terminera par un bilan avec quelques recommandations très pratiques. Allez, c'est parti. Première partie, définir le vol par ruse et bien comprendre cette qualification légale. Souvent, quand on pense à un cambriolage, on imagine tout de suite une porte fracturée ou une vitre brisée. Eh bien, en droit pénal, une effraction n'est absolument pas indispensable pour caractériser un vol. L'article 311.1 du Code pénal définit simplement le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Donc, si quelqu'un sonne chez une personne en prétendant être un policier, un agent EDF ou un plombier juste pour entrer et piquer discrètement des bijoux, c'est un vol. Le fait que l'habitant ait ouvert la porte de son plein gré n'y change rien, car son consentement a été totalement faussé par la ruse. Alors, vous vous demandez peut-être, mais quelle est la différence avec une escroquerie ? C'est subtil mais crucial. Dans le vol par ruse, l'auteur entre par la tromperie, mais il se sert lui-même en douce. A l'inverse, l'escroquerie, que l'on retrouve à l'article 313-1, suppose que la victime remette volontairement son bien à la personne parce qu'elle a été trompée par un faux titre ou une fausse qualité. En pratique d'ailleurs, les procureurs n'hésitent pas à cumuler ces deux qualifications selon le déroulement exact des faits. Deuxième partie, les circonstances aggravantes et l'escalade vertigineuse des sanctions pénales. Qu'est-ce qui fait exploser le compteur des peines ? Ce sont ces fameuses circonstances aggravantes. Utiliser une fausse qualité, comme celle de policier, agir en réunion avec des complices, cibler un local d'habitation, ou encore s'en prendre à une personne particulièrement vulnérable, par exemple en raison de son âge. Tous ces éléments sont listés par les articles 311-4 et 311.5 du Code pénal. Et le truc avec le scénario du faux policier, c'est qu'il coche très souvent toutes ces cases en même temps. Et le résultat de ce cumul, il est extrêmement sévère. Quand on additionne toutes ces circonstances aggravantes, la peine maximale bondit. On passe très vite à 7 ans, puis directement au plafond de 10 années d'emprisonnement avec 150 000 € d'amende à la clé. Pourquoi ? Parce que la justice considère ça comme une délinquance organisée, extrêmement pernicieuse. Pour bien comprendre à quel point les tribunaux prennent ça au sérieux, il faut regarder du côté de la Cour de cassation. Dans un arrêt très connu de la Chambre criminelle du 21 mars 2018, sous le numéro 1686-97, les juges ont validé des condamnations très lourdes. Sur quoi se basait-il ? Sur un faisceau d'indices. Des relevés téléphoniques, des témoignages et un mode opératoire répétitif ciblant spécifiquement des personnes âgées. En clair, même sans flagrant délit à l'intérieur du domicile, une accumulation de preuves solides suffit amplement pour asseoir une condamnation. Troisième partie, la preuve et l'enquête. Comment ces affaires sont-elles instruites ? Contrairement à ce qu'on voit parfois dans les films, les enquêteurs n'ont pas forcément besoin d'obtenir des aveux pour boucler un dossier. Ce qu'ils cherchent, ce sont des indices graves et concordants. Concrètement, on parle de quoi ? On parle d'un épluchage minutieux des données téléphoniques, de la vidéosurveillance, du recueil de témoignages et de plus en plus de la géolocalisation des véhicules. Tout ça forme un puzzle redoutable. D'ailleurs, la technologie offre de nouvelles armes aux enquêteurs. Regardez cet arrêt très récent du 19 novembre 2025, le numéro 25-85.919. La Cour de cassation a jugé qu'utiliser le système de géolocalisation directement intégré par le constructeur dans un véhicule volé pour pister les suspects, c'est parfaitement légal. Ce n'est pas une procédure déloyale, c'est simplement l'évolution naturelle de l'enquête moderne. Mais attention, il y a quand même des limites. C'est ce qu'on appelle la loyauté de la preuve. Les policiers ont le droit d'être astucieux et d'utiliser un stratagème licite, comme se servir des outils technologiques à leur disposition. En revanche, ils n'ont absolument pas le droit d'utiliser un procédé déloyal, c'est-à-dire une technique qui viendrait contourner la loi de manière artificielle ou qui piégerait le suspect en bafouant ses droits fondamentaux. C'est une frontière très surveillée. Dans un autre arrêt clé, celui du 7 janvier 2025, numéro 23-85-753, la justice a tranché. Une ruse policière ne devient illégale que si elle porte réellement atteinte à un droit essentiel du suspect. Tant que les enquêteurs respectent le cadre strict des libertés fondamentales, le stratagème tient la route devant le juge. Quatrième partie. On se penche maintenant sur les droits et les recours de la victime. Quelles sont les démarches d'urgence ? Quand on est victime de ce type de vol, c'est une véritable course contre la montre.
Évidemment, il faut déposer plainte, mais surtout, il faut réagir très vite pour préserver les preuves volatiles. Il faut demander tout de suite la conservation des images de vidéosurveillance de l'immeuble ou de la rue, car elles s'effacent souvent en quelques jours. Il faut recueillir les témoignages des voisins à chaud. Toutes ces étapes sont indispensables, notamment si l'on veut plus tard réclamer la restitution des objets si la police les retrouve. Justement, parlons restitution, car ce n'est pas automatique du tout. Le texte de référence ici, c'est l'article 41.4 du Code de procédure pénale. Si vos biens sont placés sous scellé et que le procureur refuse de vous les rendre, ce texte vous donne le droit de faire un recours devant la chambre de l'instruction qui aura l'obligation de trancher pour savoir à qui appartient l'objet. Mais attention, ne pensez pas qu'il suffit de dire « c'est ma montre » pour la récupérer. La Cour de cassation, dans un arrêt de janvier 2021, le numéro 20-80128, a été très clair. Il faut des preuves strictes et documentées. On parle de factures d'achat, de certificats d'authenticité ou au minimum de photographies anciennes et bien nettes qui prouvent sans l'ombre d'un doute que cet objet était bien à vous. 5e partie. Changeons de perspective pour examiner la défense du mis en cause. Les garanties procédurales et les éventuelles nullités. Face à des accusations aussi lourdes, la défense pénale ne s'improvise pas. Elle doit être chirurgicale. Le premier réflexe, c'est de passer la procédure au peigne fin, dès la garde à vue, pour traquer la moindre nullité. Ensuite, sur le fond du dossier, il va falloir tester la solidité de chaque preuve avancée par le procureur. L'identification est-elle certaine? Le rôle du mis en cause est-il bien celui qu'on prétend? Et le droit de la défense est extrêmement technique sur ce point. Regardez cet arrêt fondamental du 29 septembre 2020 sous le numéro 20-80509. Si, au tout début d'une garde à vue, l'officier de police omet de notifier au suspect une circonstance aggravante qui était pourtant déjà établie dans le dossier, cela peut faire annuler toute la procédure. C'est logique, car ne pas informer le suspect l'empêche de préparer correctement sa défense ou de bénéficier de droits spécifiques. Autre point de vigilance majeur pour la défense, la qualification d'association de malfaiteurs. Un arrêt de décembre 2023, le numéro 22-86044, nous rappelle que c'est une infraction totalement autonome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si un suspect arrive à prouver qu'il n'était pas présent à l'intérieur du domicile lors du vol, le simple fait d'avoir organisé la logistique ou repéré les lieux lui fait risquer jusqu'à 10 ans de prison pour s'être associé à ce projet. C'est le rouleau compresseur de l'accusation. 6e et dernière partie, on fait le bilan avec quelques recommandations très pratiques. La règle d'or, il faut agir vite. S'il y a un chiffre à retenir, c'est 24. Les 24 premières heures. Que l'on soit victime et qu'on doive figer des preuves numériques avant qu'elles ne disparaissent, ou que l'on soit mis en cause et qu'on doive préparer sa défense face à une procédure complexe pour vol aggravé, le temps est votre pire ennemi. Il est absolument crucial de s'entourer juridiquement dès les premières heures. Pour conclure cette analyse, voici une question centrale. Avec des peines qui s'additionnent pour atteindre des sommets et une complexité probatoire redoutable, avez-vous bien sécurisé l'ensemble de vos droits pour affronter la machine pénale? C'est tout l'enjeu de ce type de dossier, sans aucune place pour l'improvisation. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. On espère qu'il vous a donné des clés de lecture claires sur ce sujet complexe. À très vite.